Très rapidement, hein, et comme je le disais, merci beaucoup Geoffroy pour ta disponibilité. Donc, je vais te laisser après te présenter et présenter aussi la direction générale des entreprises, si tu le veux bien, parce que c'est vrai que bon, les adhérents, on va dire, qui ont l'habitude de porter certains sujets ou devraient que la DGE connaissent parfaitement ton service, mais pour ceux qui ne sont pas familiers, on va dire, avec le fonctionnement des ministères, des administrations et des cabinets, je pense que c'est important que tu puisses rappeler également ce qu'est la DGE et vos missions. Très bien, parfait. Ben, écoute, merci Mehdi et merci à la FESP, merci à tous pour cette invitation. Toujours très heureux de pouvoir discuter un petit peu de l'actualité du secteur. Alors, en 2 mots, pourquoi la DGE? Alors, il y a des raisons historiques. La DGE, elle est l'héritière de l'ancienne agence des services à la personne qui était devenue la mission des services à la personne, que certains avaient peut-être connu, la MISAP, et qui est aujourd'hui en fait une équipe dédiée au service à la personne parmi les équipes du service dont j'ai la charge. Ce service, c'est le service de l'économie de proximité, qui est un des 3 grands services sectoriels avec le service de l'industrie et le service de l'économie numérique à la DGE. La DGE étant elle-même la Direction générale des entreprises, une des directions d'administration centrale de Bercy avec la DGFiP, des finances publiques, dont on va peut-être reparler ce matin, et avec avec le Trésor, la DGCCRF, voilà. Et donc, peut-être un mot pour dire, et ça permettra de camper le décor, que les services à la personne, c'est un sujet qui est éminemment interministériel. Et ça, vous le savez, puisque, on vient de le dire, il y a plusieurs directions de Bercy qui ont à en connaître, ne serait-ce qu'à travers le prisme CISAP et donc toute la partie fiscale. Il y a évidemment le ministère de la Santé, puisqu'il y a un recouvrement sur les aspects personnes âgées, personnes handicapées, donc public fragile, sachant que l'autorisation, elle, est gérée plutôt côté santé, DGCS, alors que l'agrément, c'est une co-gestion avec la DGCS. Et puis, on a aussi des aspects plutôt formation côté DGFP. Voilà, donc c'est une assez grande galaxie. Et c'est pas toujours évident de la faire travailler de concert. Peut-être qu'on y reviendra aussi. Mais sachez que, en tout cas, à la DGE, nous, le prisme qui est le nôtre, c'est principalement celui des entreprises et du développement des entreprises. Donc, on n'a rien contre les particuliers employeurs et on n'a évidemment rien contre les associations. Hein. On pense qu'il faut vraiment développer l'offre dans son ensemble, mais c'est vrai qu'on a un tropisme plus particulier, une sensibilité, on va dire, sur les entreprises. Étant la direction générale des entreprises, c'est assez naturel. Et donc, on est très vigilant à ce que l'offre privée, l'offre du modèle entreprise, qu'il s'agisse de prestataires, de mandataires, de micro-entreprises, puisse trouver à se développer. Et encore une fois, vu les défis qui se posent à nous, notre sentiment, c'est qu'il va falloir faire feu de tout bois pour vraiment lever les freins et aider cette offre à répondre à la demande qui, elle, est bien là. Voilà, en quelques mots. Non, merci. Et moi, je peux qu'abonder sur le fait vraiment de réaffirmer que la DGE est un soutien très fort déjà pour la FESP et plus largement pour toutes les entreprises, parce que c'est vrai, comme tu le disais, les autres administrations, mais vraiment, on sent que la voix des entreprises, déjà d'une part, est écoutée et vraiment portée par des jeux. Alors après, il y a des arbitrages qui peuvent être rendus qui sont plus ou moins favorables, mais ça, c'est le jeu, si je puis dire, des politiques publiques. Mais en tout cas, voilà, que ce soit sur des enjeux locaux ou des enjeux nationaux, merci à chaque fois de répondre présent côté des jeux et à toutes tes équipes aussi qui sont un vrai appui au quotidien. Donc, juste pour que tu aies bien à l'esprit sur les personnes qui sont présentes à ce webinaire, donc nous, c'est vrai qu'au niveau de la fédération, je le redis, mais ça se passe parfaitement. Donc, aujourd'hui, on représente 3600 entreprises de services à la personne, 130 000 salariés. Et vraiment, ça, j'aime bien le redire, on est vraiment la maison commune des services à la personne et ça se ressent avec les membres qui sont présents autour de l'écran. C'est-à-dire qu'on a vraiment des acteurs qui
font de l'aide à domicile, d'autres qui font de la garde d'enfants et d'autres qui font du ménage, repassage, soutien scolaire. Enfin, on est vraiment présent sur les 21 activités de service à la personne et avec chacune leur spécificité. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important aujourd'hui qu'on puisse avoir aussi des sujets transversaux et qu'ils le sont. Alors, comme ce que je vous propose à tous, c'est qu'on voit les principaux items, en tout cas d'actualité, que sont le crédit d'impôt et son périmètre fiscal, revenir sur l'avancée immédiate du crédit d'impôt, parce qu'il y avait beaucoup de questions sur le sujet, à savoir est-ce qu'il va y avoir des évolutions ou non, de l'application pour certaines activités, la condition d'activité exclusive. On a tous pris connaissance des annonces récentes de la ministre en la matière sur un assouplissement qui vise à permettre aux acteurs de mieux se développer. Donc, ça sera intéressant qu'on puisse revenir sur le sujet. Bien entendu, le nouveau cahier des charges, ça aussi, personne n'est passé à côté, ou sinon, c'est que voilà, soit vous n'avez pas pris connaissance de vos alertes juridiques qui vous ont été transmises, voir un peu ce que ça implique, pour quelles activités, quels sont les changements, comment s'y adapter, à quelle date, et plus largement, après, faire un point aussi d'étape sur l'actualité pour les acteurs de l'aide à domicile, mais pas que, il y a aussi des acteurs de la petite enfance, pour un peu les projets qui sont en cours, de quelle manière aussi on peut impacter les décisions publiques qui pourraient être prises prochainement. Et je crois qu'il y a aussi un point qui est important, qui est celui de revenir sur un chantier qui est engagé depuis quelques semaines maintenant et porté vraiment par le ministère des Économies et qui porte sur les travaux de simplification des normes pour les entreprises, pour vraiment simplifier la vie des entreprises et leur permettre de se développer. Donc voilà, je propose qu'on se base sur ces différents sujets. À chaque fois qu'on y reviendra, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On pourra prendre des questions après chaque item et ça permettra déjà d'une part de rendre l'échange interactif, mais aussi de pouvoir avoir la réponse à la source, si je puis dire, directement par Geoffroy. Et donc pour cela, n'hésitez pas au niveau du chat. Et je vous propose que du coup, on démarre sur le premier point, sachant que, et ça aussi je pense que c'est important de le rappeler, on est en pleine période budgétaire. Alors il y a deux grands dispositifs qui sont le PLFSS, je pense que tu y reviendras, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui porte vraiment sur les caisses de sécurité sociale, et le projet de loi de finances qui lui porte sur tous les dispositifs fiscaux, qui sont toujours des périodes importantes pour notre secteur. Et ça fait vraiment la transition avec le premier point, parce que c'est vrai que l'année dernière, notamment, on avait pu inquiété lors des débats sur une possible remise en cause du périmètre fiscal du crédit d'impôt service à la personne, notamment sur certaines activités ou pour certains ménages. Et donc, à ce titre-là, j'ai envie, pour lancer un peu la matière, te poser une première question, je crois, à savoir, est-ce qu'on a lieu d'être rassuré cette année, en tout cas sur la stabilité du périmètre fiscal du crédit d'impôt service à la personne? Ah oui, la réponse est oui. Je pense qu'il y a lieu d'être rassuré sur la stabilité fiscale du périmètre du CISAP. Il faut savoir que c'est une bataille qu'on livre annuellement avec voilà, des oppositions qui sont très souvent les mêmes. Les principaux reproches qui peuvent être adressés au CISAP, alors déjà, il attire l'attention parce que, comme vous le savez, c'est aux yeux des fiscalistes, c'est une des principales niches fiscales. Et je ne discute pas là de l'utilité de cette niche, mais voilà, eux, ils voient juste les grosses lignes, et le CISAP en est une, de toute évidence, avec plus de 5,5 milliards d'euros. 14 milliards d'euros, d'ailleurs, si on considère l'ensemble des prestations qui sont dirigées vers le secteur, en comptant aussi l'APA, la PCH, les exonérations de charges, de TVA, etc. Je vous recommande d'ailleurs, désolé pour cette page de pub, l'excellent théma qui a été publié lors du Salon des SAP par la DGE. Vous le retrouverez sur notre site internet. Et donc, il y a notamment un encart là-dessus. On fait le point sur cet aspect. Et donc voilà, pour 2024, normalement, tout risque est écarté. Je dois souligner qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. Il faut savoir que vous bénéficiez quand même en ce moment d'une conjonction astrale qui est plutôt favorable en termes de portage politique, parce que vous avez avec Olivia Grégoire, et je dis pas ça parce que je suis enregistré, mais vous avez vraiment une
ministre qui prend très au sérieux le secteur, ça lui tient à cœur, ça la touche personnellement au regard de sa propre histoire. Et donc, elle s'est vraiment faite l'ambassadrice et l'avocate des services à la personne en interne, et notamment sur le débat du CISAP, elle qui a été longtemps à la commission des finances à l'Assemblée, elle s'est vraiment impliquée pour que tout ça, on va dire, ne bouge pas. Mais ce serait trop simple, évidemment, de se dire, voilà, les choses ne vont pas bouger et puis il n'y a rien à faire. Quand on écoute des députés comme Daniel Labaronne, qui ne sont pas des illuminés, qui ont des choses à dire sur le crédit d'impôt, qui sont des choses assez rationnelles, ce qu'on entend surtout, c'est en fait le besoin de pouvoir piloter cette politique. De pouvoir savoir en fait à quoi exactement sert cet argent, si les deniers publics sont bien employés, et ça c'est une prérogative du Parlement qui est tout à fait légitime et qu'on peut pas discuter. Et donc on en arrive très vite à la question des données, et là-dessus il est indéniable que vous comme nous on manque encore aujourd'hui un petit peu de granularité dans les données pour évaluer précisément les services sur lesquels va porter le crédit d'impôt. Donc, ça, c'est clairement un chantier sur lequel nous, en tout cas côté DGE, on entend travailler cette année. J'aurais dû le dire tout à l'heure, mais vous savez certainement, pour ceux qui ont procédé à la déclaration Nova, que c'est nous qui maintenons ce système, qui le pilotons. Nova a évolué, on est passé de Nova à Nova 2. Nova 2, alors voilà, il a, comme tous les projets informatiques, il y a eu une petite période transitoire, mais ce que ça va permettre, c'est notamment de greffer dessus des fonctionnalités, ce qu'on appelle l'infocentre, d'extraction des données beaucoup plus fines. Et ça, en retour, ça va nous permettre de mieux piloter la politique et puis d'aller la défendre, surtout lorsqu'on est attaqué et qu'on n'a pas d'arguments ou qu'on manque de chiffres. Donc voilà un petit peu sur le crédit d'impôt en lui-même. Et donc, en dehors de cet aspect, on n'a rien à signaler à court terme, et on sait que le débat va revenir l'an prochain. Sous l'angle, les plafonds sont trop élevés. Dans la liste des 26 services, il y en a peut-être qu'il faudrait enlever, qui n'ont pas leur place. Voilà, ça on s'y prépare, mais c'est un débat qu'on a de manière récurrente tous les ans, donc on le connaît. Bon, bah c'est plutôt rassurant, parce que c'est vrai que, voilà, comme tu dis, le débat revient tous les ans, et certains dirigeants, c'est un peu pénible de se dire que potentiellement, il peut y avoir une remise en cause quand même de l'élément majeur, central, qui dicte le modèle économique du secteur. Nous, côté FSP, pour que ça soit très clair aussi, on est tout à fait en face sur le fait de se dire que voilà, il y a des politiques publiques, on a des élus de la nation aussi qui puissent s'interroger sur les différents dispositifs fiscaux, c'est leur rôle et c'est normal. Mais vraiment, là où on insiste à chaque fois, c'est d'évaluer la globalité du dispositif. C'est-à-dire que on peut évaluer un dispositif sur sa dépense et dire, ah bah tiens, oui, on est sur 6 milliards ou 14 milliards si on englobe après toutes les dépenses annexes sur l'APA, la PCH notamment. Mais en contrepartie, qu'est-ce que cela génère? C'est-à-dire combien y a-t-il d'emplois? Est-ce qu'il y a une accessibilité aussi pour toutes les familles? Est-ce qu'il y a des activités qui se développent? Est-ce qu'il y a des recettes aussi et des gains fiscaux? Et à ce titre-là, alors c'est pas pour faire de la pub sur cette étude, mais chacun a sa petite pub, hein. C'est légitime. J'ai ma petite publication, voilà. Vous pouvez tous retrouver, exactement, vous pouvez tous retrouver dans les bonnes boutiques, donc à savoir ça sur le portail du ministère de l'économie, soit dans l'aide juridique de la FESP. Donc ça, n'hésitez pas. Mais nous aussi, voilà, on avait lancé l'étude Oliver Wyman, vraiment en ce sens, qui a été publiée en juin dernier, qui est vraiment très intéressante pour faire un état des lieux vraiment du secteur des services à la personne et de l'impact du crédit d'impôt. Et vraiment, les résultats sont positifs, en ce qu'on montre bien que c'est un effet direct sur la création des 1,4 million d'emplois qui ont été créés depuis les dernières années, qui a un effet aussi levier sur les finances publiques, c'est-à-dire qu'un euro investi en rapporte 1,87 € en moyenne lorsque la prestation est réalisée par des entreprises du fait de la TVA, des cotisations sociales,
et de toutes les dépenses aussi indirectes des personnes qui étaient bénéficiaires, par exemple, de l'allocation retour à l'emploi ou d'autres allocations qui reviennent dans l'emploi grâce à vos activités, et surtout de l'accessibilité de vos services dans les territoires. Donc ça, c'est vraiment le message qu'on continue de nous porter. Merci d'en faire l'écho. Et c'est vrai que on est conscient que le sujet va vraiment revenir. C'est vraiment un peu le point d'alerte qu'on voudrait porter, de dire que que ce soit sur du jardinage, du soutien scolaire, du maintien à domicile ou de la garde d'enfants, ce crédit d'impôt, il est fondamental et il y a un vrai risque direct de destruction d'emplois si jamais on le remettait en cause. Si je peux me permettre, Mehdi, puisqu'on est entre nous avec simplement 128 personnes. 150, ça va. Ok. Donc, dans les arguments qui sont mis en avant, je pense que ce que tu as dit à la fin sur le levier d'accessibilité dans les territoires et pour faire reculer le travail informel, c'est des choses qu'il faut encore plus mettre en avant. Parce que le calcul de 1,87 € perçu pour 1 € investi dans les SAP, il est intéressant, mais moi j'ai pu mesurer que les parlementaires étaient souvent un peu sceptiques par rapport à cet argument. La raison, c'est qu'en fait, ils reçoivent de nombreuses études, de nombreux secteurs, et ils ont l'impression que chacun leur dit, voilà, mettez 1 € chez moi d'argent public et vous recevrez X euros par un multiplicateur un peu magique, etc. Et donc vous avez des parlementaires, et Daniel Labaronne, on l'a cité tout à l'heure, je l'ai entendu répondre, ok, c'est formidable, dans ce cas, que ne mettons 100 milliards d'euros dans les services à la personne pour recueillir 187 milliards d'euros. Voilà. Donc, si vous l'avez calculé, c'est bien de le dire, mais je pense qu'il faut pas que s'arrêter à ce chiffre, ou en tout cas qui masque les autres arguments qui sont peut-être aussi puissants, voire plus, sur le travail informel, dans l'accessibilité dans les territoires, le fait qu'il y a des effets induits. Ça, je sais que vous l'avez mesuré aussi sur, si par exemple, je permets de la garde d'enfants, ça va permettre à la personne elle-même d'aller travailler, etc. La place des femmes aussi, parce que sans solution de garde, c'est peut-être elles qui vont devoir… Voilà, il y a une panoplie d'arguments. Je pense que c'est bien de les présenter ensemble, montrer que ça fait système. Tout à fait. Non, et bien pris aussi sur les autres éléments. Et c'est en ce sens aussi que cette étude elle est intéressante, et on voit bien aussi le travail de sanctuarisation qui a dû être fait aussi sans cesse auprès des parlementaires. Et donc, on a un peu son bâton de pèlerin et se doit d'avoir son bâton de pèlerin sur ce sujet. Donc, merci plutôt des éléments rassurants sur la stabilité fiscale dans cette fin d'année. Un autre élément aussi sur lequel il y a eu nombreuses discussions ces périodes de fin d'année, c'est le sujet de l'avance immédiate du crédit d'impôt. Donc, juste pour ceux qui ne l'auraient pas à l'esprit, mais j'imagine que tout le monde visualise bien ce que c'est le fameux dispositif. Alors là aussi, on se voit du, mais on est fiers de le redire à chaque fois, sur lequel vraiment avec les services de Bercy, on a porté depuis 2017 déjà. Et qui est entré en vigueur en 2022 et qui permet du coup aux bénéficiaires de n'avoir à payer que 50% du prix de la prestation, recevant directement, en faisant en sorte que la structure, elle, perçoive directement les 50% restants par les services de l'URSSAF au titre de son crédit d'impôt. Et donc ça, c'est vraiment une mesure qu'on estime révolutionnaire dans le sens où elle devrait générer, et d'ailleurs on a déjà des chiffres positifs, générer un regain d'emploi et de développement de structures importants, et surtout aussi enrayer complètement le travail non déclaré qui n'aurait plus aucune plus-value, notamment à l'instant T, qui était le prix de la prestation. Et donc, on a eu connaissance du fait qu'il y ait eu des fraudes sur ce dispositif, alors des fraudes qui sont minimes par rapport à la volumétrie totale des heures déclarées facturées, mais fraudes quand même. Et donc, à ce titre-là, il y avait lieu de sécuriser le dispositif. Donc, c'est intéressant qu'on puisse revenir avec toi sur les mesures qui ont été engagées et ce que ça va impacter du coup pour les acteurs qui soit ont mis en place l'avance immédiate ou souhaitent le mettre en place prochainement. Oui, tout à fait. Alors déjà, sur l'avance immédiate, alors je ne sais jamais, c'est AVIM, AICI, CISAP contemporain, c'est là qu'on voit qu'on est un peu… AVIM, ok, mais c'est là qu'on voit qu'on est un peu vieux sur un dossier parce qu'on a connu tous les avatars, en fait,
Donc, bref, cette créature, on en est très fiers. Elle doit beaucoup à la FESP. Ça, je me permets de le dire. Encore une fois, c'est pas parce que je suis chaleureusement invité, mais il faut le dire, hein, elle doit beaucoup à la FESP, à Maxime, à Mehdi, et puis depuis à Brice, bien sûr, et à Catherine. Donc, cette idée, on a réussi à la faire émerger en 2022, enfin dans le PLF 2022. C'est un peu le prélèvement à la source des SAP, d'une certaine manière. Ça, en termes de choc de simplification, c'était vraiment ça l'intention. Clairement, le succès est au rendez-vous. Alors, selon qu'on prend ou pas les particuliers employeurs, on estime qu'on a à peu près 350 000, je crois, utilisateurs via des OSP, et puis 800 000 avec les particuliers employeurs. Donc, c'est des millions d'heures. Tout ça marche bien. Petit bémol, voilà, comme tous les dispositifs, il y a eu évidemment des petits malins qui ont essayé de trouver des voies de contournement. Alors, effectivement, c'était assez réduit rapporté à la masse globale, hein, du crédit d'impôt service à la personne. Néanmoins, comme on est la première année, voilà, vous connaissez les services fiscaux, ils se sont dit qu'il valait mieux mettre un coup d'arrêt dès le début plutôt que de laisser les choses prospérer. Donc, c'est pour ça qu'a été ouverte en PLFSS 2024 cette discussion sur un paquet de mesures anti-fraude qui aurait restreint d'une certaine manière l'accès à l'avance immédiate. On sait que la FESP et puis les autres fédérations, notamment FEDESAP, SINERPA, vous étiez peut-être FEPEM de mémoire également, vous étiez pas mal mobilisés. Là encore, c'est pas pour passer mon temps à lui tresser des lauriers, mais la ministre est vraiment un peu rentrée dans la mêlée. Et donc, au final, je pense que les principales craintes peuvent être écartées et qu'on a abouti à un dispositif qui est à la fois efficace sans être totalement inhibant pour l'usage de l'avance immédiate. Donc là-dessus, il y avait 2 points d'attention très spécifiques et je vois que c'est repris dans vos questions. C'était la question de l'acompte, puisque vous savez que dans certains cas, alors soit l'utilisateur va régler directement aux URSSAF et rien ne passe par l'OSP, soit il peut y avoir un acompte et à ce moment-là, c'est uniquement la différence qui est réglée. Cet acompte, on a bien conscience qu'il est important pour vous et donc, il ne sera pas supprimé, d'accord? Et son plafond, parce que l'acompte avait aussi un plafond, son plafond ne sera pas modifié. Ça, c'était 2 questions très importantes. Donc oui, maintien de dispositif d'acompte pour les structures. Et deuxièmement, il était également question de toucher au plafond de l'avance immédiate en général, donc qui est un autre plafond, et qui était à 6 000 €. Celui-là non plus ne sera pas modifié. D'accord? Donc ça, cette question, elle n'était pas sur votre diapo, mais c'est 2 points clés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait pas ça? Ce qu'on va faire, a priori, donc ce sera porté dans l'article 5 du PLFSS 2024 qu'il faudra suivre avec vigilance. C'est plus mettre en place une espèce de filtre. Les modalités précises sont encore en cours de discussion, hein, et notamment avec les organisations professionnelles, les fédérations. Mais c'est de mettre en place un filtre pour éviter la création de structures factices et donc qui est notamment une vérification en termes de solidité, on va dire, financière et d'ancienneté. Voilà, ce qui nous paraît une approche un peu plus mesurée et plus efficace. Le tout petit caveat qu'on souhaite mettre, nous, côté DGE, mais je sais que vous y êtes aussi sensible côté FESP, c'est que ces garanties à la fois financières et d'ancienneté ne doivent pas mettre la barre si haut
qu'on empêche les plus petites structures de les satisfaire, parce que sinon, ce sera un peu un but contre son camp. L'idée, c'est pas d'écarter les petits OSP du dispositif d'avance immédiate. Là où un gros aurait pas de mal à satisfaire la garantie financière ou la garantie d'ancienneté. Voilà, ça c'est le petit point d'attention. Donc, modulo cela, je pense qu'on a trouvé un équilibre plus satisfaisant sur ces aspects anti-fraude. Voilà, je suis pas revenu sur les types de fraude constatées, parce qu'il faut pas donner de mauvaises idées, mais grosso modo, on l'a dit, hein, c'était fausse structure, fausse prestation, voilà, et donc crédit d'impôt perçu à tort, et parfois cumul des deux. Sur les autres questions, si je finis la slide, aide à domicile, donc garde d'enfants, quelles échéances pour la mise en œuvre de l'avance immédiate? Alors sur ce point, clairement les bornes ont été reculées dans ce PLFSS 2024, ça vous l'avez vu. Et là encore, je suis désolé, je le mets sur le compte de mon ancienneté sur le dossier. C'est vrai qu'initialement, tout cela devait s'enchaîner un rythme un peu plus sportif. Chaque semestre, un nouveau pan d'activité, service à la personne qui allait tomber dans l'escarcelle de l'avance immédiate. Bon, ça a été un peu plus compliqué, sachant que, en fait, le gros sujet, 80%, c'est quand même la vie quotidienne en volume, mais ce sont les 80% les plus faciles. Donc, c'est pour ça que, naturellement, l'attention s'est portée là-dessus initialement. Et après, les 20% restants, public fragile et garde d'enfants, ils sont bien sûr très importants en termes d'activité pour certains d'entre vous, mais ils présentent des difficultés, notamment des difficultés d'ordre presque informatique ou en fait, d'articulation des systèmes entre eux, puisqu'on a le complément mode de garde d'un côté et on a l'APA PCH de l'autre. Et donc, c'est pas pour refiler la balle à nos petits camarades de la COS et de la DSS, mais je comprends que c'est en fait beaucoup plus compliqué en termes de mise en œuvre des systèmes. Si on veut avoir quelque chose de robuste et justement qui prête pas trop le flanc à des fraudes, parce qu'après on va tout fermer et là on aura tout perdu. Donc, le choix qui a été fait et assumé, c'est de prendre le temps de bien faire les choses. Donc, ce sera de mémoire, je crois, 2026 et 2027, respectivement, pour garde d'enfants et pour les personnes âgées, personnes handicapées. Si vous voulez rentrer plus, je pense que là, il faut via Mehdi ou via nous parler directement à la DSS. On a réussi à remettre un peu sur les rails le processus du COPAR. Et donc, je pense qu'il ne faudra pas attendre 2026-2027 pour avoir des nouvelles. Dès 2024, on aura certainement des rendez-vous qui vont se mettre en place pour anticiper les étapes à venir et que tout se déroule bien. Et je crois que vendredi, on reparle un petit peu service à la personne à l'invitation de la FESP au Sénat. Et il y aura mon collègue Morgan de la DSS, donc peut-être que la question va surgir. Tout à fait. Merci pour ces éléments. Alors c'est vrai que quand je vois sur les questions, alors elles sont nombreuses sur ces sujets et il y en a qui reviennent sur l'application de la mesure pour les activités solvabilisées au titre de l'APA, PCH ou de la garde d'enfants. Donc là, on voit qu'il y a un report de 2026 à 2027 et c'est vrai qu'on peut insister, on sait qu'on prêche un convaincu en te disant ça, mais sur le fait que bien souvent, on ait des prestations qui soient à destination de publics fragiles, de personnes qui ne sont pas forcément très aisées et qui sont contraintes de réduire ou de ne pas consommer des prestations du fait justement de cette non-accessibilité. Donc c'est vraiment en ce sens aussi, et sur la petite enfance, on connaît tous les enjeux de conciliation vie personnelle et vie professionnelle, sur la dépendance, on pousse à l'esprit la démographie à venir d'ici aux prochaines années. Et donc à ce titre-là, voilà, forcément on considère que 2026-2027 est trop lointain et
pense qu'il voilà, il y a peut-être quelque chose à faire pour espérer avoir une application à 2025. On est conscient que dire il faut l'appliquer au 1er janvier 2024, c'est peine perdue, étant donné qu'il y a quand même un jeu de mettre dans la boucle des administrations et des collectivités territoriales notamment. Mais voilà, si on peut essayer de travailler collectivement pour justement revenir sur cette date, ça pourrait être une très bonne chose pour le secteur. Je vois qu'il y a aussi des questions. Alors, je reviens un peu sur l'avance immédiate. Oui, là-dessus, je peux répondre. Je peux répondre directement là-dessus, hein, si on se répond comme ça. Ce serait très facile de ma part de dire oui, vous avez raison, on va militer. La vérité, c'est que nous, sur le principe, on est plutôt en ligne avec vous. On sous-estime pas la difficulté du côté de nos collègues. C'est pas par plaisir, je pense, qu'ils ont décalé ce calendrier. Donc, bien sûr, s'il y a à l'occasion des futurs COPAR 2024, on pourra remettre un petit peu la question sur le tapis. Mais je pense que dans ce cas-là, au-delà de dire juste on le veut plus vite et on le veut maintenant, ce sera intéressant de peut-être d'apporter d'autres arguments. Je ne sais pas, dire regardez à l'aune de ce qui s'est passé sur la vie quotidienne en termes de recul du travail informel ou en termes de regain d'activité, il est urgent qu'on puisse observer les mêmes effets sur garde d'enfants pour les raisons X ou Y. Donc vraiment, il faudrait peut-être envisager, vous voyez, c'est peut-être en reformulant ou en apportant comme ça d'autres arguments que la simple question du calendrier, parce qu'on nous dira de l'autre côté, impossibilité technique, désolé, on n'a pas envie de se prendre les pieds dans le tapis. Voilà, donc c'est juste une réflexion. Non, mais elle est bien prise et c'est vrai qu'on voit dans le chat, du coup, il y a pas mal de réactions sur qui aussi peuvent suggérer des idées, mais après, ça nécessite peut-être un peu de contrôle supplémentaire, notamment sur le fait de dire, sur la partie pour laquelle il y a des aides qui sont versées, là, on peut entendre qu'il y ait des travaux avec les collectivités, l'administration, qu'on ait à repousser le dispositif. Peut-être aussi avoir un autre angle pour se dire à quel moment on peut, pour ces mêmes publics, éventuellement dès lors qu'il n'y a plus de versement d'aide, mais là, on entend que c'est le cœur du sujet et que c'est cet élément qui est difficile d'évaluer et de contrôler à date, mais qu'il pourrait y avoir du coup le bénéfice de l'avance immédiate pour ces publics, une fois que le volume horaire solvabilisé a été consommé, si je puis dire. C'est vrai que là, voilà, il y a des exemples dans le chat qui montrent qu'il y a des familles qui ont des enfants, par exemple, de moins de 6 ans, qui ne perçoivent pas d'aide parce qu'elles ont déjà un autre mode de garde par ailleurs ou autre et qui sont coincées. Idem, par exemple, pour les familles dépendantes ou en situation de handicap, qui ont des petits plans d'aide et donc qui, après, ont un gros volume de besoins non solvabilisés, qui, elles, doivent tout avancer de leur poche et attendre 18 mois. Et donc, c'est vrai que ça peut les contraindre dans leur modalité de consommation. Mais en tout cas, bien pris sur le fait qu'il y a à réfléchir sur ces pistes-là pour essayer de faire avancer le sujet. Et on avait entendu dans le cadre donc sur l'avance immédiate, en fonction de ce qui ressort du PLFSS, il y aura des mesures de sécurisation de ce que tu dis à mettre en œuvre. J'imagine qu'il y aura un délai peut-être pour les structures pour qu'elles puissent se mettre en conformité et pouvoir continuer d'appliquer l'avance immédiate. On avait aussi entendu parler, tu l'as évoqué d'un possible plafonnement du montant qui pouvait être facturé dans le cadre de l'avance immédiate. Ça, a priori aussi, plutôt au lieu d'être assuré, ça devrait être écarté. Et il y a le soutien je pourrais dire qu'il y a le soutien du ministère sur ce sujet. Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que le plafond, il existe, mais il ne serait pas modifié. Ça resterait 6 000 €, sauf erreur. Ça, c'est extrêmement positif. Et donc, sur les garanties, après, je vois qu'il y avait des questions dans le chat, notamment pour pouvoir maintenir l'acompte. Il y a 2 propositions majeures qui étaient portées, à savoir une condition d'ancienneté, ce que tu avais évoqué, et le fait que les structures puissent apporter une garantie, mais qui
soit lié aussi également à son niveau de chiffre d'affaires, pour ne pas dire à des structures, par exemple, pour un CA intermédiaire, oui, il faut que vous mettiez 1 million d'euros de garantie. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect niveau. Alors après, vous voyez, c'est très intéressant parce que là, c'est un exemple typique de mesure où on se dit, pour faire bien, il va falloir raffiner un petit peu. Et donc, éventuellement, introduire des seuils, dire que si on est petit, les garanties elles doivent être petites, si on est moyen, elles doivent être moyennes, et puis plus grosses pour les plus gros. Ça paraît logique. Et donc, qui dit seuil, dit effet de seuil, et qui dit multiplication des seuils, dit peut-être complexité. Donc, je fais juste un petit, une petite avance vers le sujet simplification de tout à l'heure. Vous voyez comment d'elle-même, et avec les meilleures intentions du monde, la complexité naît en fait, hein, quand on a ces discussions. Et donc, je dis pas que c'est pas pour ça qu'on va pas le faire, mais je trouve que ça illustre bien le point sur la simplification réglementaire où, en essayant de faire mieux, en fait, on fait souvent plus compliqué et on tombe dans tous les travers qui nous sont ensuite reprochés sous l'angle, oui, trop de normes, incompréhensibles, etc., etc. D'accord, très clair. Et je vois qu'il y avait une question. Alors, a priori, il y aura aussi des mesures de sécurisation qui vont être apportées pour les utilisateurs de ce qu'on peut appeler le 100% URSAF. Donc, c'est-à-dire que la méthode où la totalité des flux proviennent du URSAF pour les entreprises. Et là aussi, il y aurait éventuellement un dépôt de garantie, enfin, en fonction de ce qui ressortira du PLFSS, à verser. Il serait a priori plus faible et il serait également dépendant du chiffre d'affaires ou... Alors là-dessus, je ne veux pas te dire de bêtises, je ne sais pas. D'accord, ce point-là, je pense que c'est encore trop en construction et je ne veux pas dire de choses fausses. D'accord. Non, mais si l'info n'est pas encore accessible, voilà, on sera aussi nous vigilants sur ce point-là. Est-ce que tous les équilibres puissent être respectés? Je voyais qu'il y avait des questions où certains, en fait, pouvaient penser, en tout cas de ce qu'on disait dans les discussions, qu'on découvrait la problématique du sujet du bénéfice de l'avance immédiate pour les activités solvabilisées par de la PAPSH ou de la garde d'enfants. On a conscience depuis 2019, mais c'est vrai que je pense que c'est important de dire, sans jeter la terre à personne, mais que c'est un sujet qui aujourd'hui est entre les mains soit des CAF pour la partie petite enfance, soit des départements pour la partie APA-PCH. C'est-à-dire que c'est à eux de se mettre en conformité. C'est-à-dire que ce soit à côté ministère ou côté fédération, on a fait le maximum. Et là, aujourd'hui, on attend vraiment qu'elles aient des systèmes informatiques qui soient homogénéisés sur l'ensemble des territoires pour pouvoir transmettre les bonnes informations au bon moment. C'est-à-dire que ça fait 4 ans qu'on y travaille. Ça fait aussi 4 ans qu'on fait le maximum pour essayer de porter les sujets au niveau de la CNAF et au niveau des départements, mais malheureusement, ça prend du retard. Et c'est vrai qu'on ne peut que le regretter et revenir sur l'impact que cela engendre après en matière de consommation. Je veux dire, ce n'est pas une découverte du sujet, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un report, là je parle sur ton contrôle de jour 3, c'est parce que les CAF ne sont pas prêtes et que les départements ne le sont pas non plus. Oui, il y a aucune découverte, hein. On le savait depuis le début. Simplement, il a fallu prendre les choses dans un certain ordre. L'ordre, je l'ai indiqué, il avait aussi une certaine logique de dire la vie quotidienne, c'est à la fois plus gros et plus simple. Donc, si on veut lancer le système, c'est intuitivement, on sent qu'on va commencer par là. Et personne n'ignorait qu'après, il y avait garde d'enfants et PAPH. Mais voilà, le calendrier glisse et un chantier de cette ampleur, c'est un peu comme le chantier d'une maison, si vous voulez. On sait personne n'oublie qu'à la fin, il va falloir mettre le toit. Hein. Ça, on l'a bien en tête. Mais on commence bien par les fondations et puis quand c'est compliqué, quand ça prend du retard, on est obligé de décaler un petit peu la pose du toit. Mais personne n'arrive en se disant, tiens, on va faire 4 jolis murs et la maison sera terminée. Non. Ah, très clair. Donc voilà, bon, en tout cas, sur ce sujet, je vois qu'après, il y a d'autres questions d'ordre technique. On les prend bien et on reviendra vers vous après
webinaires, notamment sur des blocages que vous pouvez rencontrer lors de votre demande d'habilitation ou notre relation directe que vous pouvez avoir avec vos clients. Donc ça, c'est important de nous les faire remonter et on les portera et on continue à compter sur nous. En tout cas, côté FESP, on fait le maximum. Il faut dire que la DGE pousse aussi pour espérer avoir les dates d'application les plus rapprochées possibles pour les activités petite enfance moins de 6 ans et maintien à domicile dès lors qu'il y a de la solvabilisation. Il y avait un autre sujet aussi qui a fait l'objet d'une annonce récente par la ministre, qui est celui de la condition d'activité exclusive. Alors peut-être juste pour rappeler à tous les acteurs autour de l'écran ce qu'est la condition d'activité exclusive. C'est vraiment le fondement, on va dire, des services à la personne aujourd'hui et du fait de pouvoir faire bénéficier aux clients du crédit d'impôt service à la personne, c'est le fait d'être déclaré service à la personne et de devoir respecter cette condition d'activité exclusive qui oblige les acteurs à ne faire que du service à la personne, c'est-à-dire à ne pas pouvoir réaliser avec la même structure des prestations hors SAP. Et donc, il y a quand même des annonces qui visent à assouplir le dispositif. Donc, c'est intéressant qu'on puisse en échanger avec toi, voir un petit peu quel était le contenu de ces annonces, quels étaient aussi les objectifs de porter vis-à-vis de cet assouplissement et quel impact après pour les structures. Ah, on t'entend pas, Geoffroy. Ah oui, je crois qu'il y a ton micro qui est coupé, Geoffroy. Pardon. Sur la CE, c'est bon, vous m'entendez? Je disais que le principe est un petit peu le même que celui qu'on déroule là depuis le début de la discussion, c'est-à-dire essayer de lever des freins, favoriser l'activité. Le frein, en l'occurrence, quel était-il? La condition d'activité exclusive, grosso modo, c'est une disposition législative qui dit que quand on fait des SAP, on fait que des SAP. Je simplifie. Donc ça, voilà, c'est le principe. Après, dans la pratique, ce principe, il connaît 11 cas d'exemption, ce qui fait que déjà sur le bloc de 400 millions d'heures d'OSP qui sont concernés, il y en a 300 millions, donc les 3/4, 75%, qui sont de fait exonérés de la condition d'activité exclusive. Donc, ils peuvent faire des activités avec la même entité, des activités SAP et hors SAP. Et sur les 100 millions qui restent, il y a énormément de structures, et notamment celles qui sont déjà, qui ont une certaine taille, qui ont pu créer des filiales, une deuxième entité pour séparer, on va dire, l'activité SAP et l'activité hors SAP, mais au final, être actif un peu sur les deux fronts. Et donc, on se retrouve en fait avec d'une certaine manière, un gruyère qui a plus de trous que de fromage. Et dans ce qui reste, tout au fond de la cuve, il y a notamment les micro-entrepreneurs qui, eux, n'ont pas la possibilité de créer une deuxième entreprise et pour cause. Et puis, il y a les plus petites TPE pour lesquelles c'est vraiment compliqué aussi. Donc, la volonté, c'était de permettre à ces plus petites structures d'aller chercher un complément de rémunération, c'est vraiment ça le but, en se diversifiant un petit peu, avoir une activité accessoire hors SAP. C'est ça. Et donc, on a pris le temps, encore une fois, de la réflexion et de la concertation là-dessus. On a été assez sensible à l'argument qui consistait à dire, oui, mais attention, il ne faut pas que vous ayez un tas d'entreprises hors SAP qui viennent envahir le champ des services à la personne parce que ça peut avoir des conséquences néfastes. Donc, c'est vraiment un dispositif asymétrique. Il est fait pour une structure qui est aujourd'hui SAP, qui a été contrainte de se consacrer à 100% au SAP, alors que, voilà, la femme de ménage qui fait des ménages à domicile chez le médecin, elle aurait bien aimé aussi le faire dans son cabinet médical, mais elle ne pouvait pas parce que conditions d'activité, ou alors elle le faisait, mais
à l'insu, on va dire, de l'administration, ce qui est aussi une réalité. Donc, c'est ramener tout ça dans le champ du possible et du légal. Un petit chiffre, il faut savoir que les micro-entrepreneurs, en moyenne, ont à peu près 20 000 euros, je crois que c'est 19 000 euros de revenus annuels. Dans les services à la personne, ils sont plutôt au niveau de 7 000. Donc, ça ne paraît pas incohérent de pouvoir leur proposer un complément de rémunération, d'où l'idée d'aller chercher une activité accessoire, complémentaire, dans le hors-SAP. Voilà un petit peu pour le principe. Et pour le pourquoi et le comment de l'assouplissement. À quelle date ce sera a priori un dispositif qui entrerait en vigueur au 1er janvier 2025. Pourquoi? Pour se donner le temps, justement, dans les textes réglementaires, de bien border le mécanisme, ce qui sera attendu, les contrôles auxquels ces entités seront soumises, et puis fixer le niveau auquel on pourra prester une activité hors SAP, qui est un point important. Peut-être que vous aviez des questions là-dessus. Il y en avait beaucoup, c'est l'occasion. Hein, en tout cas, en amont, c'est vrai que ce sujet-là assez fortement, notamment en fonction des différents modèles. Bon, il y en a qui déjà veulent anticiper en se disant a priori vers quel niveau de répartition on s'orienterait, notamment sur la partie pour être réalisée hors SAP. Mais ça, j'imagine que c'est peut-être un peu tôt aussi pour… Alors, non, c'est un peu tôt, mais j'ai envie d'être très transparent avec vous. Non, mais on va être très transparent, puisqu'on se dit tout avec la FESP. La ministre, lorsqu'elle a annoncé ça, bien sûr, elle voulait une mesure assez puissante. Donc, il n'était pas question de se placer à 5% du chiffre d'affaires déjà réalisé. Ce serait un peu trop infime pour donner une vraie chance à cette mesure. De l'autre côté, on a bien entendu que si on était sur un volant d'activité trop important, ça pouvait poser problème à certains modèles d'activité. On pourra reparler très directement du modèle coopérative, et même si il y a certainement beaucoup d'autres avantages à passer par une coopérative, ça pouvait être un point de souci. Donc, on sera pas à 49%, et on sera certainement beaucoup plus proche de parce qu'on a entendu ces craintes et ces remontées, notamment de la FESP, de quelque chose comme 30% en ordre de grandeur. D'accord, bon, très clair, parce que c'est vrai que voilà, il y avait des questions aussi dans le chat, notamment sur le modèle des coopératives, mais tu l'as évoqué. Voilà, on a nous, des représentants de coopératives aussi, hein, au niveau de la fédération, qui elles ont un modèle bien défini et qui permet aussi également, hein, de développer l'activité dans le secteur des services à la personne tout en sécurisant certaines pratiques. Et donc forcément, voilà, leur business model est très lié à la condition d'activité exclusive. Donc si cette dernière venait à évoluer, ça pourrait les impacter. Mais là, de ce qu'on entend et de ce que tu précises, on garderait vraiment l'élément central qui est de dire que seules les structures qui font majoritairement du service à la personne pourraient déroger à cette condition d'activité exclusive. Et ce n'est pas une porte d'entrée pour les acteurs qui, eux, sont hors SAP, qui se disent, qui pourraient essayer de tenter de se dire, ah bah tiens, il y a un peu de business à faire dans les services à la personne, est-ce que j'y vais ou pas? Exactement. Ça, c'était un point très important auquel on a coupé court dès le début. Et donc, lorsque je dis 30, c'est bien 30 hors SAP pour 100 SAP. Et donc, en réalité, ça fait plutôt 25% du total SAP plus hors SAP. Il y a deux questions un peu. Alors, une première technique était de dire, du coup, de quelle manière les prestations devront être enregistrées en interne et est-ce que ça devrait faire l'objet d'une comptabilité séparée ou pas? C'est peut-être un peu tôt pour y répondre, ou peut-être que non, on a déjà des éléments.
Mais du coup, est-ce que voilà, il faudra prévoir des facturations différentes et des éléments comptables différents aussi? Alors, a priori, oui, ce serait la condition qui, en réalité, s'applique de la même manière à toutes les autres exemptions, les 11 qu'on mentionnait tout à l'heure. Ce serait simplement de maintenir une comptabilité séparée. Et par ailleurs, nous, on va, c'est pour ça qu'il faut un petit peu de temps pour l'entrée en vigueur, on va aussi mener des développements là pour pouvoir séparer, identifier plus facilement ces flux SAP et hors SAP pour les micro-entreprises ou TPE qui souhaiteraient s'y lancer. D'accord, très clair. Bon, et c'est important de rappeler que voilà, du coup, la mesure devrait être effective au 1er janvier 2025, ce qui permet aussi ces acteurs de s'y préparer au mieux. Il n'y a pas d'autres questions, c'était très clair sur le point. Autre sujet important, est celui du nouveau cahier des charges de l'agrément. On a vu le 28 novembre dernier la publication au journal officiel, nouvel arrêté du cahier des charges de l'agrément, donc qui concerne les activités de garde d'enfants de moins de 3 ans, qu'elles soient réalisées en prestataire, mandataire ou mise à disposition, ainsi que les activités de maintien à domicile, enfin d'assistance dans les gestes de la vie quotidienne qui soient réalisées sous le mode d'intervention mise à disposition ou mandataire, et toutes les activités aussi d'accompagnement véhiculé des publics fragiles lorsqu'elles sont réalisées sous le mode mise à disposition ou mandataire. Donc, pour première question, comme ça, un peu instinctif, pourquoi cette réforme du cahier des charges? Pourquoi cette réforme du cahier des charges? Parce que on avait 2 objectifs en tête. Le premier, c'était de sécuriser en fait l'activité des entités qui sont soumises au cahier des charges et en même temps, et de manière, vous allez le voir, très circonscrite, de lever certains freins à cette même activité. Donc, je m'explique. On a dans le cahier des charges, on a profité par ailleurs, en concertation avec les fédérations, pour clarifier un certain nombre de points plus techniques qui méritaient de l'être, notamment sur la mise à disposition, tu en as parlé, mais sur les qualifications qui sont attendues. Donc, je peux commencer ma description soit par le volant renforcement sécurisation, soit par les freins. Grosso modo, la concertation, elle a duré 1 année, et vous avez vu qu'on a essayé de le faire un peu en parallèle de la concertation qui était menée sur l'autorisation par la DGCS, sachant que là, c'était DGCS, nous et DGCCRF. Voilà. Sur le fond, on avait on avait proposé une première version au printemps sur laquelle on avait eu un certain nombre de retours. Pour parler de manière très précise, la FESP nous avait fait un retour circonstancié sur lequel elle relevait 8 points de remarques. Sur ces 8 points, et on pourra rentrer dans le détail, en gros, il y en a 6 qui ont été repris dans la version finale. Et on en a rajouté un 7e qui était la question du renforcement du contrôle des antécédents judiciaires, puisque tout ceci s'est passé également dans le contexte des rapports, notamment du côté du ministère de la Santé et des Solidarités, sur la maltraitance, le soin accordé aux personnes âgées. Donc, voilà un petit peu pour les réponses à la FESP. Si vous voulez, sur le fond, pour être plus précis, on a eu à cœur de, premièrement, renforcer justement le contrôle de l'identité des antécédents judiciaires des intervenants. Ça nous paraissait nécessaire. Je pourrais citer les points précis du cahier des charges pour ceux qui l'ont imprimé sous la main et sont en train de la noter. On a eu à cœur d'améliorer le suivi des interventions. Troisièmement, de généraliser la possibilité d'une évaluation à domicile. Ça, c'est un point qui est très important, puisqu'elle était possible
pour la garde d'enfants à la demande du bénéficiaire, mais il n'y avait pas la même disposition pour les personnes âgées et handicapées. Donc maintenant, c'est le cas. C'est-à-dire que si ces personnes le demandent, une évaluation pourra être réalisée sur leurs besoins au domicile avant le début de la prestation. Voilà. Et ça, notamment, c'est un des points sur lesquels on avait évolué parce que on avait compris que c'était un point clé. Et on impose également, on a précisé les qualifications professionnelles qui étaient attendues, toujours dans cet esprit de sécuriser la qualité des interventions. Voilà, ça c'est l'essentiel des mesures du côté sécurisation. Parmi les freins qui ont été levés, en réalité, il y en a essentiellement un sur lequel on avait pas mal discuté, c'est la question du local. Pour s'être penché dessus de manière précise, ce qui est ressorti de notre analyse, c'est que déjà à date, il ne faut pas oublier que cette question de la détention d'un local physique, elle connaît des exceptions notables. Si on regarde la circulaire de 2019 dont on va peut-être reparler, j'ouvre une parenthèse, mais ce sera peut-être, à vous de nous le dire, un autre chantier à ouvrir en 2024, cette circulaire, parce que il y a un certain nombre de sujets dedans qui pourraient faire l'objet de clarification ou d'amendements. Donc, cette question du local, elle connaît déjà des aménagements, notamment lorsqu'on est dans un département limitrophe. Également, la possibilité de mutualiser les locaux. Si on regarde le cahier des charges de l'autorisation, là aussi, on a en réalité plus qu'un local, c'est un temps de présence de quelques heures par semaine qui est exigé. Donc ce point-là, on a décidé de le lever tout en renforçant les exigences qui vont porter sur les structures qui, elles, ne disposeront pas de local, notamment en termes d'accueil téléphonique qui sera attendu, lui, 7 jours sur 7, voilà, de leur part. Donc là, je pense que j'ai balayé à peu près les points principaux du cahier des charges, voilà, sur les principaux changements pour les structures. Nous, on avait noté aussi, alors on l'a transmis, hein, je ne fais pas de pub, mais à nouveau une alerte qui décryptait toutes les évolutions par rapport à l'ancienne version du cahier des charges, et notamment voilà, après des changements aussi sur les documents d'information précontractuelle qui doivent être fournis aux clients dans le cas des remises des livrets d'accueil ou des conditions générales de service ou lors des dépôts de demande d'agrément auprès des services des DRETS dans les territoires. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le sujet. La première qui concerne du coup l'assouplissement de la règle sur le local, hein, qui n'est plus obligatoire, et qui concerne l'entretien de recrutement. Donc, c'est-à-dire que ça, on y avait milité hein, pour que puisse y avoir toujours un maintien de cet entretien physique qui nous paraît important au vu des différents publics, qui était de dire de quelle manière devront être réalisés ces entretiens. Est-ce qu'il y aura des précisions particulières ou c'est un entretien physique et charge à chacun après de le réaliser comme il le souhaite, et quels seraient les moyens de contrôle aussi également de l'effectivité de cet entretien? Ouais. Alors, sur les entretiens, en réalité, il y en a deux. C'est-à-dire que là, je crois que tu faisais référence, Mehdi, à l'entretien de recrutement. Tout à fait. Et donc, voilà, et donc entretien de recrutement. Alors, pour mémoire, pendant la période du Covid, il y avait une tolérance pour les réaliser, dans certains cas, en visio. Est-ce que c'est quelque chose que vous appellerez à nouveau de vos voeux à l'avenir? Ce sera à vous de nous le dire, mais il y a celui-là et il y a aussi donc l'entretien auquel je faisais référence, qui est l'entretien de établissement des besoins en début de prestation. Donc là, le premier, c'est avec l'intervenant, entre l'OSP et l'intervenant, et le deuxième, évidemment, c'est avec le bénéficiaire. Tout l'intérêt étant de pouvoir aller chez lui. Justement, alors après, sur les modalités pratiques,
si on a levé ce frein, c'est évidemment pas pour en imposer de nouvelles. Et là, ce sera libre à chacun de s'organiser comme il l'entend. Voilà pour la première question. D'accord, bah, la seconde était un peu liée, qui portait du coup sur les moyens de contrôle du respect de cette obligation d'entretien. Ah, pardon, les moyens de contrôle. Non, si. Donc, les moyens de contrôle, en réalité, là-dessus, rien ne change hein, par rapport au cahier des charges actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le moyen de contrôle dont on dispose sur la procédure d'agrément, il est entre les mains des dettes. Ce qu'on appelait les unités départementales des DREET. Et donc, on est en lien constant avec elles. Il y a à peu près 45 ETP sur le territoire qui en sont chargés. On anime ce petit réseau régulièrement. Et donc, on y reviendra pour la question peut-être que je peux anticiper, de l'entrée en vigueur. D'une part, ça c'est un point très important, tous les agréments actuels auront cours jusqu'à leur terme sans qu'il soit nécessaire d'y revenir. Et après, le nouveau cahier des charges trouvera à s'appliquer évidemment pour les nouveaux agréments à compter du 1er janvier 2024 ou pour les renouvellements d'agréments. Mais dans cette période initiale, si quelqu'un doit procéder à une demande le 2 janvier 2024, il est évident que nous, on va par ailleurs faire passer une communication vis-à-vis des DREET et des dettes pour leur indiquer qu'il faut ménager un temps d'adaptation à ces nouvelles règles. Donc voilà pour la question de la période transitoire qui, j'imagine, était également posée. Exactement, il y a beaucoup de questions en ce sens qui étaient de dire, voilà, est-ce qu'au 1er janvier 2025, je dois tout modifier, même si, bon, il y a quand même maintien d'un bon nombre de dispositions qui figurent. Attention, c'est 2024, le cahier des charges. 2024, pardon. 2025, c'était la CE. Tu as raison, non, mais justement, c'est pour ça qu'il y avait d'autant plus de questions, parce que c'est vrai que la période est assez courte sur le mois pour s'adapter, même s'il n'y a pas non plus révolution quant aux éléments d'information qui figurent dans le cahier des charges par rapport au précédent. Néanmoins, il peut y avoir certaines évolutions, et c'est vrai que, comme tu le sais, alors notamment pour les structures qui ont des implantations sur l'ensemble du territoire, il peut être un peu plus complexe de modifier les livrets d'accueil, les conditions générales de service en l'espace de 3 semaines. Il y avait aussi un autre élément, mais tu sembles y avoir répondu. Alors, la question est un peu double qui revenait. Ça concernait les exigences pour les encadrants des structures mandataires, notamment sur le maintien à domicile, où là, il y a une possibilité qui a été supprimée dans le cadre de la nouvelle écriture, qui est celle de la possibilité laissée aux encadrants de pouvoir être recrutés dès lors qu'ils disposent d'un certain niveau dans le domaine des ressources humaines. Et donc là, se posent deux questions. La première qui est de dire que tous ceux qui ont été recrutés avant le 1er janvier 2024, en respectant cette condition, devront-ils rester en poste ou non? Ça, on espère que oui, bien entendu. Et la seconde qui était de dire, étant donné qu'il y a une vraie problématique de pénurie de recrutement et de difficulté d'attractivité dans les métiers, c'est se priver d'une compétence qui aujourd'hui n'est pas un luxe et qui concerne quand même un nombre important d'encadrants. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir… voilà, tout à fait. Alors, ça, c'est une question très importante, évidemment, parce que ça touche des situations concrètes de personnes. Sur le premier point, la réponse attendue est oui. Et donc, la réponse est oui. Donc, il n'y a pas d'effet couperet pour ces personnes au 1er janvier 2024, et heureusement. Alors, sur l'avenir et sur les recrutements, je pourrais vous dire, ce serait l'option de la facilité, que c'était un point qui tenait à cœur notamment à nos collègues de la DGCS, mais voilà, je ne vais pas m'en tenir là. En réalité, on a essayé d'être cohérent. Encore une fois, vous nous avez fait passer le message très clairement que il y avait une attention particulière à apporter à la qualité
des soins apportés à ces personnes âgées ou handicapées, qu'il fallait une vraie montée en gamme, une professionnalisation des intervenants. Et donc, il nous a paru assez cohérent de faire en sorte de privilégier plutôt les autres filières qui sont énumérées dans cet article du cahier des charges, dans ce point, plutôt que des compétences assez générales en matière de ressources humaines. Alors après, je pense qu'il y a quand même, une soupape de sécurité dans les cas où vraiment on trouverait personne qui ressorte de l'ensemble des autres canaux de recrutement, le médical, le social, le service à la personne, l'aide à domicile, etc. On précise quand même au deuxième tiret de ce point que la personne peut aussi se faire valider une année d'expérience professionnelle dans le domaine si elle n'est pas détentrice de ces diplômes. Donc, au final, il y a quand même un certain nombre de canaux, mais oui, ça nous semblait cohérent en fait avec ce que vous nous disiez sur le fait que l'aide au public fragile, c'est pas n'importe quel métier et que il faut quand même pouvoir attester d'un certain nombre de compétences pour éviter des cas qui sont peut-être très anecdotiques, mais qui ensuite risquent de jeter le discrédit sur l'ensemble de la profession lorsqu'ils se font jour. Et j'ai pas besoin de rappeler que dans le contexte des affaires qu'on a connues en 2023 sur le système de santé et d'aide aux personnes âgées, c'était un point sur lequel le ministère de la Santé a souhaité porter une modification. D'accord. Non, mais parce que c'est vrai que voilà, il y a des signalements qui remontent notamment sur la partie garde d'enfants ou sur la partie aide à domicile en mode mandataire, où c'était aujourd'hui une source, en tout cas, un vrai vivier de candidats sur lesquels devoir se priver les acteurs, et c'est de nature à les impacter. Il y a une autre question qui était sur la période transitoire. Donc oui, en cohérence avec ce que tu as annoncé, c'est-à-dire que toutes les structures agréées continuent d'être agréées jusqu'à la date de fin de leur agrément, et c'est lors du renouvellement elles sont censées se mettre en conformité dès le 1er janvier 2024, mais ce sera au moment du renouvellement qu'elles devront avoir une démarche proactive pour montrer qu'elles respectent bien tous les critères. C'est ça, oui. Il y avait une autre question pertinente, elles le sont toutes, mais qui concernait le local. Donc, il est précisé que les structures qui disposent d'un local devront assurer un accueil téléphonique, 5 jours sur 7, et que celles qui ne disposent pas de local dans les territoires devront, à contrario, assurer un accueil téléphonique 7 jours sur 7. Donc là, il y a une question qui fait notamment référence à une souplesse qui était apportée dans l'écriture précédente du cahier des charges, qui était de dire que lorsqu'on avait un local dans un département, on n'avait pas besoin d'avoir un local dans un département limitrophe. Et ça, c'était une mesure qui était extrêmement appréciée, notamment dans tous les départements limitrophes, notamment dans certaines régions où vraiment il y a des prestations qui se chevauchent en fonction des départements. Est-ce que dans ce cas de figure, si la souplesse était toujours maintenue, même s'il n'y a plus une obligation réglementaire d'avoir un local, mais si jamais on considère qu'il y a toujours cette souplesse, est-ce que dans les départements limitrophes, les acteurs qui ont un local dans un des départements devront quand même assurer un accueil téléphonique 7 jours sur 7, ou pourront-ils appliquer un accueil à raison de 5 jours sur 7? Non, alors d'abord, on a tout à fait conscience que cette souplesse était appréciée. C'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être tenter d'aller un tout petit peu plus loin dans l'assouplissement de la souplesse. Mais pour ceux qui restent sur ce modèle, rien ne change. Donc la circulaire, elle change pas. On a toujours possibilité de s'appuyer sur cette disposition du département limitrophe, et en l'occurrence, rien ne change pour leur accueil téléphonique. D'accord, voilà. Ça c'est une très bonne
c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, j'en profite puisqu'on parle de la circulaire. Ouais, Oui. En parlant de la circulaire, donc il y avait un point que vous aviez mentionné dans le courrier justement de réaction à la première version du cahier des charges, qui était de rappeler dans le cahier des charges les règles d'instruction des demandes et notamment les règles qui portent sur la complétude des dossiers. Donc ça, c'est un point qu'on a tout à fait pris à bord, mais ne soyez pas surpris si vous ne le retrouvez pas explicité ainsi dans le cahier des charges, parce qu'il nous semble que ça relève justement plutôt du niveau de la circulaire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un petit teasing sur nos travaux 2024. Et vraiment heureux d'avoir votre ressenti, pas forcément là en direct, hein, mais on aura, enfin, tout de même, on se parle tellement souvent, je crois même qu'on se parle en parallèle en ce moment même, parce qu'il y a d'autres personnes qui parlent à la direction de la FESP. Mais sur cet aspect de la circulaire, voilà, ouvrons un petit dossier mental. Est-ce qu'on a une masse critique de choses qu'on voudrait clarifier, modifier, qui justifient d'ouvrir ce chantier dans l'année qui vient ou pas? On ne va pas se plaindre d'un manque de travail, mais c'est pas comme ça qu'on réfléchit. On part de votre besoin. Si vous estimez que ça pourrait être utile, par exemple pour préciser des points comme ça, mais bon, il faut qu'il y en ait un peu plus qu'un parce que c'est quand même un gros chantier, c'est quelque chose qu'on peut entreprendre. Voilà. Ah bah ça c'est une très bonne nouvelle. Il y avait aussi une question alors en parallèle parce que c'est vrai que là dans le cadre de la réforme de l'agrément, on l'a dit, hein, ça concerne les activités d'assistance dans les actes de la vie quotidienne réalisées sous le mode mise à disposition ou mandataire ou la garde d'enfants de moins de 3 ans réalisée sous le mode prestataire, mandataire et mise à disposition. Mais il y avait aussi des questions de structures autorisées donc qui font de l'aide à domicile sous le mode d'intervention prestataire. Qu'elles s'interrogeaient aussi alors sur la question du local, mais plus spécifiquement, vu qu'on comprend qu'il y a un nouveau cahier des charges et que déconstruire tout ce qui a été construit il y a quelques mois, mais au moins pouvoir espérer avoir une souplesse dans les départements limitrophes également, parce que c'est vrai qu'il y avait cette souplesse qui avait été accordée pour le régime de l'agrément, mais elle ne figure pas dans le cadre du régime de l'autorisation. Oui. Donc, est-ce que c'est aussi un élément sur lequel Bercy peut pousser Oui. Alors ça, vous m'attirez dans des zones techniques dangereuses, mais je prends mon risque, sauf erreur de ma part. Donc le cahier des charges, il est bien distinct et celui de l'agrément, c'est celui qu'on a signé par arrêté entre nous et le ministère de la Santé. En revanche, la circulaire DGE de 2019, elle couvre bien à la fois le champ de l'agrément et de l'autorisation. Est-ce que je dis une bêtise ou est-ce que c'est le cas? Oui, alors ça couvre bien. Que quelqu'un dans le chat peut nous apporter la réponse. Non, c'est bien le cas. On va voir. On interroge. Est-ce que tout le monde connaît parfaitement sur le bout des doigts la circulaire? Mais oui, non, c'est bien le cas. Mais c'est vrai que dans le cahier des charges, en tout cas, et dans l'application pratico-pratique. Ah ouais, mais quand on assiste à un webinaire FESP, il faut avoir fait ses devoirs là. Il faut avoir fait ses devoirs. Quand on assiste à un webinaire aussi technique, il faut venir très affûté dans ces questions. Il y a un quiz à la fin, non? Avec de nombreux lots à gagner, ce que tu m'avais dit, Mehdi. Donc non, justement, donc ça. Ouais. Très bien. Mais voilà, sur la page 6, la fameuse page 6 du théma. Donc je reviens sur mon aspect circulaire. Pardon, on fait les foufous, mais je reviens sur la circulaire. Donc sur la circulaire, donc j'avais raison de dire qu'il y avait peut-être des motifs pour l'ouvrir et y travailler. Et nous, évidemment, alors le cahier des charges de l'autorisation, lui, il n'est pas co-signé, il est entièrement à la DGCS, donc au ministère de la Santé. En revanche, comme on a la main sur la circulaire, on sera tout à fait disposé peut-être à porter cette piste d'assouplissement auprès des collègues du ministère de la Santé. Et si on rouvre la circulaire, ce sera l'occasion de l'y porter. Bon, ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vois qu'après, il y avait d'autres questions, mais sur cela, je pense qu'on peut être rassurant sur le fait de dire que rien ne change en matière de dépôt d'agrément ou de renouvellement d'agrément. Ce sont toujours les DRET qui ont cette compétence et que
également, vous voyez, voilà, sur le renouvellement, est-ce qu'il va y avoir des Absolument. modifications ou non. Ça, on resterait dans le même cadre. C'est-à-dire que là, c'est vraiment les modalités techniques qui évoluent, mais sur la forme, le dépôt et le renouvellement restent identiques. Oui. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, on espère que ça a répondu à toutes vos questions sur l'agrément. On vous renverra, hein, pour ceux qui ne l'ont pas forcément sous les yeux, qui n'ont plus sous le coude, le décryptage qu'on vous a fait sur toutes les dispositions antérieures et les nouvelles. Je vois qu'il y a une nouvelle question qui est posée sur les garanties sur le recrutement et qu'il aurait bien lieu en physique. Ça, c'est ce que tu as évoqué, hein, je crois, le fait de dire que les modalités de réalisation de l'entretien physique de l'intervenant sont à la charge de chaque entreprise. Il n'y aura pas un process fixe et très précis. Néanmoins, il y aura des contrôles qui vont être opérés sur la bonne réalisation de cette prérogative. Et les nouvelles vérifications qui seront demandées. Des nouvelles, bien sûr, des nouvelles vérifications demandées. Sur le contrôle de l'identité, sur le casier judiciaire, ça j'insiste parce que c'est important. Et encore une fois, après cet entretien, sauf si vous nous dites demain que vous voulez dans certains secteurs réinstaurer ou dans certaines zones géographiques réinstaurer la possibilité de le faire en visio parce que c'est trop compliqué de le faire en physique. Ça, bon, a priori, c'est pas en tout cas le positionnement, c'est même pas a priori, c'est vrai que nous, voilà, on était attachés quand même à garder ce lien-là avec le candidat et donc après voilà, on va voir comment ça va aussi se décliner dans les territoires, quels seront les retours qu'on aura sur ces points. Et après, il y a des questions qui étaient liées en disant notamment comment les plateformes vont pouvoir recruter physiquement dans les territoires, sachant qu'elles n'ont pas d'antenne locale. Après, ça sera à elles de montrer qu'elles remplissent bien ce critère et de s'organiser pour. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ce que tu nous as dit. Alors, j'ai une réponse très claire là-dessus. Elle se débrouille. Encore une fois, on fait pas ça pour leur faciliter la vie. Si on veut parler de 2 secondes des plateformes, parce que c'était un peu le filigrane ou la crainte. On fait ça pour lever ce qui pouvait être utilisé comme parfois une excuse pour dire maintenant, moi, le cahier des charges de l'agrément, je peux pas regarder, il faut un local. OK, il n'y a plus de local. Sur le reste, il n'y a pas d'excuse. On fait comme les autres, on se plie aux mêmes règles, qu'on soit ou pas une plateforme. Et donc après, sur l'entretien, les plateformes se débrouillent comme les autres. Voilà, il n'y a pas de... Non, mais c'est important de le rappeler et montrer qu'en fait les exigences vont être les mêmes pour tout le monde et les contrôles vont être les mêmes aussi pour tout le monde. Donc même si ça va de soi, ça sera toujours mieux en le disant. Et donc je t'en remercie. Et ce que je vous propose sur ce point-là, hein, après, parce que je vois qu'il y a aussi d'autres questions, mais peut-être très techniques, qu'on prendra et s'il y a lieu et pour lesquelles on n'est pas en mesure éventuellement de vous apporter des réponses, même si je pense qu'au vu des questions dans le chat, on sera en mesure de vous apporter des éléments de réponse après la réunion, mais on ne manquera pas de faire remonter à la DGE aussi les questions qui resteraient en suspens ou qui nécessiteraient un positionnement de la part de l'administration. Il y avait un autre point aussi qui portait sur l'actualité. Alors celle-là, c'est un focus un peu plus pour les acteurs de l'aide à domicile. C'est vrai qu'en cette fin d'année, il y a beaucoup de sujets qui restent en suspens et pour lesquels, alors soit il y aura des bonnes nouvelles à nous annoncer ou des nouvelles tout court à nous annoncer, où il y a encore des sujets qui, j'imagine, doivent faire l'objet un peu d'arbitrage, mais notamment, il y avait 3-4 éléments qui remontaient et qui ont fait l'objet de nombreuses questions soit dans le chat, soit en amont de la réunion, qui portaient justement sur des mesures qui ont été actées et qui ne sont pas ou peu déclinées dans les territoires, ou à contrario, des mesures qui doivent être actées prochainement et pour lesquelles on n'a pas encore de visibilité, mais peut-être qu'on aura des éléments de réponse à cette occasion. Et donc, sur les principales actualités, celles qui sont affichées à l'écran, il y avait notamment le tarif choc, la PAPCH. Oui, alors... Qui doit être, enfin, voilà, je te laisse la main sur ces différents items. Absolument. Donc, là-dessus... alors, je vois que tu estimes
ma hotte de surprise de Noël est inépuisable, Mehdi. Et là, il faut encore que j'en sorte 4. Alors, sur le tarif socle, je pense que les discussions ne sont pas finalisées, mais il va certainement y aura certainement un mouvement par rapport de manière à ce que c'était en 2023. Donc, je ne veux pas m'avancer là-dessus tant que ce n'est pas fait. La ministre avait dit qu'elle verrait un certain charme mnémotechnique à ce que le plancher suive la numérotation des années. Donc, je ne sais pas, est-ce que ce sera 24 en 24, après 23 en 23, 22 en 22, je ne sais pas. En tout cas, ça l'avait interpellé. Sur le taux d'encadrement des services, donc ça, c'est l'arrêté qui est élaboré conjointement avec la DGCCRF et la DGCS. Là encore, c'est un peu une discussion qu'on a. Il y a quelques rituels de fin d'année. Il y a la bûche, il y a la discussion CISAP en PLF et il y a le taux d'encadrement DGCCRF. Et donc là-dessus, c'est pareil, c'est une discussion qu'on va avoir. Là, si je peux donner un conseil fort de l'expérience de l'an dernier, essayez de faire copie commune avec les autres fédérations, parce que s'il y a plusieurs copies distinctes qui n'ont pas les mêmes niveaux de prétention, bah, c'est très tentant de se caler sur le moins 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Et par ailleurs, sur les arguments, je pense que il faut rester extrêmement factuel et essayer de décomposer les facteurs d'inflation, les facteurs de coût et laisser de côté tout le reste. Voilà, donc vraiment être très démonstratif et chiffré sur ça. Mais donc ça, c'est une discussion qui est encore devant nous, sauf erreur. Oui, petit détail, si vous voulez que la DGE vous aide, n'oubliez pas de vous adresser aux 3 directions, parce que l'an dernier, on a rattrapé un peu les wagons par rapport à DGCCRF et DGCS, mais ça, c'est plus de la cuisine interne, mais on sera ravis en tout cas d'aider là-dessus dès que vous nous saisirez. Alors, les 2 qui sont pour moi mais ceux-là, ils sont quand même vraiment plus dimensionnants. Sur le tarif socle, ouais. Geoffroy, alors, enfin, sur le taux d'encadrement des prix, on a porté une copie commune cette année, FESP, FEDESAP, SINERPA. On a bien insisté ne serait-ce que juste sur les impacts inhérents des augmentations de masse salariale. On était à 12% d'augmentation entre janvier 2023 et décembre 2024. Donc, c'est le sens aussi de la copie qui a été transmise. Alors, des jeux étaient bien entendu dans la boucle entre les différents ministères, ministère de l'économie et ministère des solidarités. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu aussi de temporalité parce que si jamais à chaque fois le taux d'encadrement est transmis le soir de Noël, en général, ou entre Noël et le jour de l'an. Alors, soit c'est pour nous faire un beau cadeau, mais malheureusement, en général, c'est pas perçu comme tel au vu du montant. Donc, c'est pas le paquet qu'on a envie de voir sous le sapin, en tout cas, pas de cette forme-là. Mais du coup, il est transmis. Tu veux dire que c'est plutôt un pull qu'une Xbox, c'est ça? C'est le pull tricoté, exactement. Voilà, c'est ça. Mais qui est fait avec amour, mais qui est voilà, qu'on va pas mettre souvent. D'accord. Des blagues à part. Oui, avec amour, hein. D'accord. Voilà, pas toujours avec amour. Après, ça dépend comment on le perçoit, mais en tout cas, en l'ayant tardivement, ça oblige les acteurs à devoir appliquer une évolution de leur prix sur le mois précédent. Donc, c'est-à-dire pas au 1er janvier, mais au 1er février, ce qui fait perdre encore un mois pour les acteurs, ce qui fait qu'ils sont un peu plus impactés là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il y avait aussi cet enjeu de temporalité pour nous. Et il y avait une autre demande aussi qui est assez forte, qui est celle du tarif socle APA PCH pour les mandataires. Alors, aujourd'hui, il y a un tarif socle PCH mandataire, mais il n'y a pas de tarif socle APA mandataire. Et on a vraiment des tarifs de prise en charge qui peuvent varier entre 12 € et 20 € en fonction des départements sur ces moyennes-là. Et donc, à ce titre-là, quand même, on plaide pour qu'il puisse y avoir un tarif socle qui soit à minima homogénéisé par rapport au tarif socle PCH, pour ce qui a trait à celui de l'APA, et que les deux soient revalorisés aussi pour tenir compte d'inflation, des hausses du coût du travail. Et à ce titre-là, devait y avoir un rapport qui devait être remis au Parlement d'ici avant la fin de l'année,
n'a pas vu passer sauf erreur de ma part. Et donc là aussi, c'est un sujet qui est important. Mais rédigé par qui? Sous le mode Mater. Qui devait être rédigé par le gouvernement. J'imagine Rédigé par qui? Mais qui? Le ministère des Solidarités, il me semble. Et à titre exclusif ou pas, ça c'est un autre sujet, mais voilà. Ouais, bah, il faut le leur demander. Hein. Ah oui, bien sûr, non, mais c'est pour que aussi, côté Bercy, même si vous l'avez déjà à l'esprit, mais on a le sujet. Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux que je revienne sur les 2 derniers points là, de la slide 11? Exactement. Comme ça, après, on peut… Comme je te l'ai indiqué, vers 11h20, il faudra que je me déconnecte. Et franchement, on peut passer une matinée avec grand plaisir hein, sur les SAP. Il y a toujours tellement de… mais alors voilà, au passage, cette question du tarif socle, le mandataire, on l'a aussi à l'esprit, mais je pense que déjà l'heure et demie qu'on vient de passer ensemble témoigne qu'il y a aussi un petit enjeu de notre côté de priorisation des chantiers, parce que si on veut éviter des délais ou des ratés dans la mise en œuvre, on a beaucoup de pain sur la planche, mais c'est avec plaisir. Alors justement, sur la dotation qualité, ça c'est un sujet sur lequel vraiment on aimerait s'investir en 2024 parce que il nous semble qu'il y a quand même là une clé assez majeure pour aider le développement de l'offre privée. On n'est pas satisfait de la grande disparité des pratiques entre les départements. Merci beaucoup d'ailleurs à la FESP et à ses adhérents d'avoir contribué à faire remonter des éléments en la matière. Plus on pourra avoir de données et à la fois un peu agrégées macro et des cas concrets, des exemples qui seront criants où il y a un dévoiement du système ou un contournement de l'esprit de la loi et des décrets, plus ça nous sera utile. Nous, quand je dis nous, c'est vraiment la ministre. On a envie de porter un peu ce combat. D'ailleurs, on a mandat d'ores et déjà pour y travailler en avance de phase par rapport au point d'étape qui était attendu fin 2024. D'accord? Donc là, en réalité, on s'y met dès à présent. Le but, c'est quoi? C'est comme vous avez commencé à le faire, de cartographier les pratiques en termes de dotation de qualité. Donc, dotation de qualité, je ne sais pas si tous les participants s'en souviennent, mais ce sont ces jusqu'à 3 euros, donc tout est dans le jusqu'à 3 euros qui sont à la main des départements pour lesquels au passage, ils ont déjà reçu les dotations budgétaires et qui sont censés pouvoir distribuer, moyennant un CEPOM, à tout ou partie, alors tout est encore dans le tout ou partie, des intervenants sur leur territoire. Donc voilà, là-dessus, merci beaucoup. Donc les données, je suis désolé, on n'a pas eu le temps comme vous nous les avez transmises récemment, d'analyser ça très finement, mais ça va dans le sens de ce qu'on pressentait. Et donc là-dessus, sachez que on va avoir un vrai débat et qu'on a également alors il y a une question plus politique et de répartition des rôles parce que là la balle est quand même beaucoup dans le camp des départements. Qu'évidemment les départements sont jaloux de leurs prérogatives et qui n'aiment pas que l'État leur dise de faire comme ci ou comme ça. Donc je pense qu'il y aura aussi un travail peut-être de sensibilisation au niveau de l'association des départements de France, voire chacun localement vis-à-vis de son président de département. Alors je sais qu'il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres, donc c'est facile à dire. Dans certains territoires, mais tu pourras en dire un mot, Mehdi, c'est plutôt un dialogue de sourds, voire pas de dialogue. Voilà, mais donc en tout cas, là-dessus, notre détermination est maximale pour essayer d'avancer et de manière concrète. Et en gros, je vais le dire, nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce qui se fait en Mayenne, où je me rendrai demain, ce soit fait dans l'ensemble du territoire. Ce serait ça l'idéal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais nous, voilà, c'est ça qu'on aimerait appeler de nos voeux. C'est en ce sens qu'on va essayer de militer. Mais c'est pas facile. Oui. Bien sûr, c'est tout à fait ce qu'on porte aussi. C'est vrai que ce qui est frustrant, c'est que
s'est battu pour avoir cette dotation et que cette dotation a été budgétée au niveau de l'État, et donc c'est même pas une question de trésorerie, et que derrière, on se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est les résultats de l'étude qu'on a réalisée, qu'on a un tiers des départements qui n'ont toujours pas publié d'appel à candidature. On a un autre tiers des départements qui a publié un appel à candidature, mais qui l'a restreint à une dizaine d'acteurs dans son territoire. Et on a aussi également d'autres départements qui ont publié un appel à candidature, qui mettent en œuvre la dotation, mais pas à raison de 3 euros par heure, comme cela devait être le cas initialement, mais plutôt à raison d'1 euro ou 1,50 € par heure, avec un reste à charge nul, ce qui fait que la structure ne peut pas s'en sortir en percevant cette dotation. Donc là, c'est vraiment un enjeu aussi sur lequel on se bat auprès du ministère des Solidarités et du gouvernement de manière plus large, et des départements aussi, pour dire, voilà, on a de l'argent qui a été budgété, il y a juste à appliquer une mesure, et on ne comprend pas pourquoi cette mesure n'est pas appliquée, alors que je pense que si on faisait un tour d'écran aujourd'hui, les 135 participants encore présents diraient, oui, 3 euros de plus par heure, ça nous ferait pas de mal. Donc, au contraire, ça nous permettrait justement de valoriser à juste titre les actions qualitatives qui sont engagées dans les structures. Ça, pour moi, c'est dur de faire le tri, mais si je devais trier, je dirais que c'est la priorité. Maintenant qu'il y a un certain nombre de chantiers qui sont un peu plus derrière nous, ça, c'est la priorité pour 2024. En tout cas, vu de notre direction, notre place. Sur les autorisations, alors c'est un peu le même combat. Idem, là on a l'impression qu'il y a un vrai frein. Pour le moment, on était un peu en mode oui, c'est la première année, bénéfice du doute, etc. Nous, on a voulu jeter un peu une pierre dans la mare avec le théma, l'excellent théma de la DGE dont je vous recommande la lecture. Parce qu'à la fin, il y a des cartographies qui sont assez intéressantes et inédites, dans lesquelles on a essayé de mettre en exergue les territoires sur lesquels il va y avoir vraiment des gros besoins de recrutement à horizon de 2030 si on veut satisfaire la demande en service à la personne. Alors, je crois que les cartes, elles sont faites uniquement sur le segment personnes âgées, parce que c'était sous l'angle du vieillissement démographique, mais c'est valable aussi plus généralement si on regarde les SAP. Et donc, fort de ce constat, moi, je ne comprends pas comment on peut avoir dans certains territoires une attitude qui consiste à dire non, mais l'offre, elle est suffisante, circuler, il n'y a rien à voir. Je suis pas convaincu du tout par la démonstration. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de démonstration. Alors, non, ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit, il y a des territoires où il y a des besoins et on a des structures qui sont vraiment contraintes de ne pas s'implanter dans des territoires, faute de pouvoir disposer d'une autorisation qui est refusée juste par principe, parce que celle-ci est conditionnée à des appels à projets qui sont inexistants. Et à titre illustratif, depuis le 1er janvier, on n'a pas eu un appel à projet qui a été déployé dans les territoires. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. Donc n'hésitez pas. Exactement. Donc n'hésitez pas à brandir le théma, à le placarder à la porte des conseils départementaux en disant mais regardez, Bercy dit qu'on va dans le rouge à horizon 2030, donc délivrez-nous lancez des appels à projets, délivrez des autorisations. Et là-dessus, j'ai juste en tête qu'il y avait un cas en cours de jugement, je crois que c'était en région Occitanie à Toulouse, qui risque de faire jurisprudence. Et là-dessus, je ne sais pas du tout où on en est, mais on attendait une décision d'appel ou de cassation, je ne sais plus. Exactement, le Conseil d'État de mémoire, et on suit ça de très près, où la décision qui pourrait être rendue pourrait être celle de dire que du fait qu'il n'y ait pas de tarification ou que la demande d'autorisation ne soit pas une demande d'autorisation avec habilitation, l'appel à projet n'a pas lieu d'être pour conditionner la demande d'autorisation. Donc, ça ferait jurisprudence et ce qui bouleverserait complètement
complètement la règle actuelle de manière positive pour nous et nos adhérents. On suit ça de très près. Mais à date, il n'y a toujours pas eu de retour et on sait que c'est des procédures qui sont assez longues, hein, mais on n'espère pas d'avoir une décision favorable. Et il y avait donc, mais merci, hein, je crois, pour ce point d'étape et sur les actions qui sont engagées par le ministère de l'économie. Alors après, il y a aussi d'autres ministères qui ont à charge, hein, de ces sujets, hein, et qui ont même dans leur portefeuille, on va dire, quasiment exclusivement ces sujets. Je pense notamment au ministère des Solidarités, avec qui aussi on travaille pour rendre déclinables ces mesures, mais c'est important d'avoir le soutien de Bercy sur ces sujets. Et on entend que côté Bercy, il peut y avoir des priorisations situées. Ça ne veut pas dire que les sujets, s'ils ne sont pas affichés comme étant les sujets numéro 1, ne sont pas importants ou moins importants. C'est juste qu'il y a des priorités en fonction de l'administration et des ministères. Et ils sont tous portés, en tout cas côté FESP, de la même manière auprès des différents interlocuteurs. Il y avait sur le dernier point, c'est aussi le point qu'on travaille, parce que ça fait près de 2 heures aussi qu'on échange sur toutes ces actualités et on pourrait en parler longtemps. Il y a un chantier qui a été lancé sur la simplification des normes pour les entreprises par le ministère de l'économie et des finances. Donc nous, on y travaille, hein, en interne, hein, côté FESP. On y travaille avec 2 casquettes. Une première casquette qui est celle de membre du bureau exécutif du MEDEF. Là, on fait un travail plus général sur la simplification des normes pour toutes les entreprises. Et avec une autre casquette qui est notre casquette première, qui est celle de représentant des entreprises de services à la personne, où là aussi on essaye d'identifier des grands leviers de simplification, qu'ils soient administratifs, fiscaux ou sociaux. Et est-ce que juste tu peux, sans qu'on ne passe forcément trop de temps, mais un peu nous préciser quel est l'objectif de cette réforme et est-ce qu'après derrière elle donne lieu d'aboutir potentiellement à des mesures de simplification concrètes pour les structures? C'est le but. C'est tout le but. Donc, ça a été lancé le mois dernier par Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. Là, on est en phase de grand recensement. Donc, il y a le site internet make.org sur lequel on peut faire remonter des trucs. Après, ce qui, à mon avis, marche mieux, c'est quand même les remontées canalisées par les fédérations et les organisations patronales. Donc, dans votre cas, je pense qu'il y a une vraie fenêtre de tir, donc il faut absolument saisir pour à la fois la FESP. Alors, pourquoi pas imaginer d'ailleurs une remontée commune. Ça marche toujours mieux quand on travaille en interfédéral avec les autres fédérations et via le canal MEDEF, bien sûr, avec Brice et la commission entreprise, pour faire remonter tout un tas d'idées. Elles peuvent être de différents ordres, mais en réalité, ça couvre pas mal des sujets qu'on a déjà évoqués ensemble depuis 9h30. Ça peut être la question du local dans un département limitrophe dans la circulaire s'agissant des OSP autorisés, comme ça peut être des choses beaucoup plus dimensionnantes, comme ce qu'on vient de dire sur la dotation qualité, voire sur l'autorisation. Vous voyez ? Je pense que en fait, il faut profiter, il faut voir ça comme une fenêtre de tir, pas forcément réinventer la poudre, aller chercher des trucs compliqués, etc. Parce que voilà, vos préoccupations, c'est celles qu'on a énumérées, donc on les connaît, elles sont ce qu'elles sont. Mais prendre ces mesures-là et essayer de les mettre en forme pour les injecter dans cet exercice des rencontres de la simplification. Et qui est un bloc SAP bien identifié, à la fois via vous, via la FESP et via le MEDEF. C'est ça l'enjeu pour moi. Parfait. Non, compte sur nous pour te faire remonter, toutes les mesures qu'on identifierait pour simplifier la vie des chefs d'entreprise. Oui, alors il vaut mieux, il vaut mieux, je pense, dans le doute, il vaut mieux en choisir 10, mais qui soient bien travaillées, bien percutantes, plutôt que de faire, si jamais vous auriez pu avoir cette idée, de faire une liste de 50.
il vaut mieux Non, privilégier ça. on est bien parti sur cette démarche-là, hein. C'est-à-dire d'identifier, on va dire, les 5 mesures les plus pertinentes sur la partie fiscale, sur la partie administrative et sur la partie sociale, plutôt que d'arriver avec une liste. Ouais. Alors, on en aurait 50 à proposer, hein, c'est ça le Oui, fond, je hein. sais. Il y en a, mais J'ai juste un petit doute sur le fait que le volet fiscal soit inclus dans l'exercice, parce qu'il me semblait qu'ils avaient voulu justement un tout petit peu resserrer la cible à cet égard, parce que sinon fiscal, ça ouvre le champ encore à tout un pan de discussion, d'autant que là, on aura refermé le PLF, donc ce sera un peu frustrant de dire il y a 1000 propositions qui vont arriver en janvier 2024 qui ne pourront pas vraiment être prises en compte avant le futur PLF. Je dis ça, mais à vérifier. J'avais compris que c'était plutôt sur le volet réglementaire et pourquoi pas social, mais bon, c'est pas grave. non, mais quand je dis fiscal, c'est plutôt aussi sur la relation que les acteurs ont aujourd'hui avec l'administration fiscale notamment, ou sur tu vois, la réalisation de leur démarche fiscale. Après, bien sûr qu'on pourrait en profiter pour se dire qu'il faudrait doubler le montant du crédit d'impôt, et que ça serait une bonne démarche de simplification. Mais non, ce n'était pas dans cet esprit, c'était vraiment dans l'esprit simplification des process et démarches actuelles. Oui, c'est bien. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à mettre des points à la fois de méthode et de fond. C'est pas uniquement c'est très bien. Nous, on adore quand vous nous dites tel article, machin, il faudrait le réécrire comme ça. Mais ça peut être aussi, voilà, dans la méthode. Bah là, vous nous avez demandé un document, puis la semaine d'après, il faut le redonner à telle autre administration. Vous voyez, plus en process et en lourdeur administrative. Ça peut parfois exister. Oui, bien sûr. Ah bah écoute, je pense que là, sur toutes les actualités pour le secteur, on voit qu'elles sont nombreuses, hein. C'est vrai qu'on a eu une année particulièrement dense, mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire que le secteur évolue et que à chaque fois, on a lieu de se réinterroger, de se réadapter. Et donc, je voulais vraiment à nouveau te remercier, hein. C'est très précieux pour nous et je pense que pour toutes les personnes qui sont autour de l'écran, de pouvoir, voilà, comme ça, avoir une remontée de pouvoir faire remonter des éléments, mais d'avoir aussi à la source, hein, si je puis dire, des explications sur l'origine et la nature des modifications à venir pour le secteur. Et sur la méthode, si cela ça te va, nous, alors je m'adresse plutôt à tous les moments autour de l'écran, pour toutes les questions qui sont restées en suspens ou si vous avez des questions qui sont amenées à être posées après la réunion, on est à votre disposition. Je vais vous remettre toutes les coordonnées dans le chat. S'il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas vous apporter des éléments de réponse, mais a priori, quand même, celles que j'ai identifiées dans le chat, on a de nombreuses sur lesquelles on va pouvoir vous apporter des éléments de réponse, mais sinon, on ne manquera pas de revenir vers la DGE pour les poser et avoir des réponses sur ces points. Et sur tous les autres chantiers en cours, comptez sur nous et Geoffroy compte sur nous aussi pour contribuer, comme à notre habitude, sur tous les sujets. Parfait, mais ça, j'ai aucun doute. Et merci encore pour cette invitation. Et donc, à après-demain, puisque je serai à nouveau sur scène pour la FESP au Sénat. Plus, mais Voilà, c'est ça. Et donc, sinon, d'excellentes fêtes de fin d'année à tous. Et voilà, on essaie de continuer à œuvrer pour vous et pour que vous puissiez développer votre activité. Voilà, sachez-le. Non, merci. Vraiment, moi, je le réaffirme et je ne le dis pas juste parce que tu es là et que ça fait bien de le dire, mais enfin, vraiment, voilà, on a la chance d'avoir quand même une administration qui, depuis nombreuses années, est à notre écoute et vraiment disponible, hein, quels que soient les sujets. Donc, c'est vraiment précieux. Et je t'en remercie à nouveau en ce sens. Merci à tous. Merci à tous. Et bonne journée. Bonne journée. À votre disposition, et je vous mets dans le chat du coup toutes les bonnes adresses pour recevoir tous les éléments, notamment le fameux thème des jeux pour ceux qui ne l'auraient pas lu dans la lettre juridique. Mais en plus, sous le sapin, c'est parfait. Un oncle, un cousin à qui on ne sait pas quoi offrir, bah tiens, voilà 10 pages sur les SAP pour tout savoir sur mon métier. Et ça fait hyper plaisir. J'ai testé avec ma mère, elle a adoré. Voilà, donc il faut y aller. Et pour les grands gagnants du quiz, vous aurez le thème signé et dédicacé par Geoffroy. Ah mais oui, bien sûr. Ça marche. Alors, merci à tous et merci encore. Ouais, bonne journée. Également, bonne journée.
Et je vous mets à tous, du coup, dans le chat, les bonnes adresses donc pour poser toutes vos questions. Donc, on va vous renvoyer tous les éléments, à savoir la présentation, le décryptage pour ceux qui ne l'ont pas eu, mais a priori, vous l'avez tous eu, le décryptage du cahier des charges de l'agrément qui fait état vraiment de toutes les nouvelles dispositions, ainsi que le théma de la DGE qui est intéressant parce qu'il fait état des chiffres d'évolution du secteur et c'est toujours bon d'avoir ces chiffres-là, de voir que la croissance des entreprises évolue et que, à contrario, elle ne baisse pas malgré les contraintes auxquelles vous êtes confrontés au quotidien. Et soyez assurés que côté FESP, sur tous les sujets qu'on a évoqués, on les porte et on continue de les porter au quotidien et que ce soit en direct auprès du gouvernement, des parlementaires, à travers aussi les actions de nos adhérents. Et je remercie tous ceux qui font plus que mouiller le maillot et contribuent aussi également en allant voir leurs parlementaires, les administrations. Et ensemble, voilà, on va continuer de faire avancer les lignes. Et merci à tous et à votre disposition si besoin. Très bonne journée à tous et pour ceux qui n'ont pas l'occasion de rééchanger, très bonne fête de fin d'année.